Bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être là face à vous. Comme l'a dit Agnès à l'instant, la soutenance il y a un an de ma thèse en didactique des sciences me vaut la joie d'être ici. Donc, mon exposé portera sur les raisonnements des étudiants concernant les végétaux. Donc, c'est une thèse qui s'inscrit dans le champ de la recherche en didactique des sciences, c'est-à-dire la discipline qui s'intéresse au phénomène d'enseignement et apprentissage, qu'elle cherche à rendre intelligible. Et donc, je vais vous présenter un aspect de ma thèse, l'aspect lié justement à l'étude des conceptions et des raisonnements des étudiants. Donc je mène mes recherches au laboratoire de didactique André Revuse, qui est un laboratoire parisien s'intéressant à la didactique des mathématiques et des sciences expérimentales. Alors, pour introduire ma conférence, je tenais à rappeler que rassembler des espèces dans un groupe, qu'il s'agisse des végétaux, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais des animaux ou de tout autre groupe, cela revient à élaborer, à mobiliser une classification du vivant. Et classer, c'est une activité qu'on réalise dans notre vie de tous les jours, c'est une activité quotidienne, mais c'est aussi une activité que chaque discipline scientifique mobilise pour classer ses objets d'étude, ses phénomènes, les phénomènes qu'elle étudie, afin de donner une certaine cohérence synthétique aux objets étudiés. Et en biologie, on utilise souvent à tort un singulier pour désigner la classification biologique, alors que vous le savez, et ça va être l'objet de ma conférence, il y a une diversité de classifications en biologie, des classifications écologiques, des classifications phylogénétiques et d'autres, on va le voir. Et ces classifications dépendent de leur objectif, du cahier des charges qu'on leur assigne, mais également du type de problème auquel elles répondent. Et on va voir aujourd'hui que le groupe des végétaux, il désigne un concept qui est en fait multiple, pluriel. On va voir qu'il est polysémique, c'est-à-dire qu'il revêt plusieurs significations différentes, en lien notamment avec les différentes classifications dans lesquelles ce groupe peut constituer un élément. Alors, ma conférence va être organisée en 3 temps. Tout d'abord, un éclairage de contenu pour vous expliquer en quoi ce concept est très polymorphe. Puis zoomer sur le cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir comment les étudiants raisonnent d'un point de vue classificatoire autour de ce groupe des végétaux. Et enfin, dresser quelques perspectives en termes d'enjeux d'enseignement et de formation. Alors, je vais, dans cette première partie, dresser une analyse de contenu. En fait, toute étude didactique commence par un éclairage du contenu dont on va s'intéresser à l'enseignement, à l'apprentissage. Donc, c'est essayer de mettre un relief et faire un éclairage de ce contenu. Et cet éclairage va nous servir de référence pour analyser et interpréter les productions des étudiants. Alors, comme vous le voyez ici, Marc-André, tout à l'heure, a parlé des végétaux, mais je ne sais pas si vous avez décodé certains implicites. Par moment, il a dit qu'il y a les végétaux au sens large. Par moment, les végétaux au sens des eucaryotes photosynthétiques. Donc, on va essayer de décrypter un petit peu les différents sens que Marc-André a pointés. Et vous verrez qu'on a, là, dans cette recherche doctorale, catégorisé, distingué plusieurs types de conceptions. Pour certaines strictement fonctionnelles, on va le voir liées à la photosynthèse, auxquelles on peut rajouter des caractéristiques cellulaires. Et à ce moment-là, cette conception sera duale. Des conceptions qui se centrent sur certains organismes au détriment des micro-organismes. Des conceptions qui s'attellent à résoudre un problème évolutif, phylogénétique. Et enfin, une conception par opposition, qui est celle que je vais présenter tout de suite. Alors, la conception des végétaux par opposition, c'est une conception, une manière de penser les végétaux par opposition aux animaux. Autrement dit, des organismes insensibles, immobiles en apparence, ou à l'échelle cellulaire, des organismes dépourvus, plutôt pourvus d'une paroi qui est absente chez les animaux. Ça, finalement, c'est une manière d'inclure les champignons qui ont longtemps été parmi les végétaux dits non chlorophylliens. Et c'est une conception qui est finalement assez opératoire dans un contexte quotidien. Vous allez vous promener en forêt, tu nous as montré tout à l'heure, Marc-André, de jolies photos. C'est assez opératoire d'envisager les végétaux comme immobiles, contrairement aux animaux qui se déplaceront. Donc finalement, dans un registre quotidien, c'est assez fonctionnel comme conception. Alors, j'ai évoqué la diversité des classifications. Voici une classification fonctionnelle de type écologique qui va répondre à un problème qui peut être à la fois physiologique, nutritionnel à l'échelle des individus, mais également à l'échelle des écosystèmes, un problème d'ordre écologique. Donc on peut classer la diversité du vivant par leur mode de nutrition. On peut regrouper un certain nombre d'organismes qui réalisent la photosynthèse, qui se nourrissent de façon autotrophe, ce qui du coup inclut les cyanobactéries, dont Marc-André a dit que ce serait une horreur du point de vue de la monophylie que de les séparer.
Donc on peut interroger d'un point de vue phylogénétique ce regroupement, mais là le but premier de ce regroupement, c'est vraiment de s'intéresser à un flux de matière et d'énergie, et puis un autre groupe d'organismes hétérotrophes, consommateurs. Donc finalement, définir les végétaux de façon fonctionnelle, c'est s'intéresser à un problème nutritif, physiologique, qui a pour conséquence à l'échelle des écosystèmes d'envisager les végétaux comme des producteurs primaires à la base des réseaux trophiques. Donc une conception qui s'attelle à un double problème physiologique et écologique. Troisième manière de penser les végétaux, c'est dans un registre de pensée phylogénétique. Vous le savez, l'étude de l'évolution s'intéresse à l'histoire du vivant et on va pouvoir regrouper des espèces qui possèdent une histoire évolutive commune, qui partagent des caractères homologues, hérités, à l'état dérivé. Donc un exemple ici, vous avez ici les archéoplastidés, que certains auteurs nomment plutôt sous forme de lignée verte. Je l'ai mis entre guillemets parce l'étude didactique a montré qu'il était finalement assez source de confusion pour les étudiants, puisque cette lignée verte inclut les algues rouges. Donc, préférons le terme d'archéoplastidés lié à l'origine des plastes par endosymbiose primaire, donc des plastes à deux membranes. Ce groupe contient les chloroplastidés, possédant bien sûr de la chlorophylle A, mais aussi de la chlorophylle B, avec les algues vertes, et les plantes terrestres ou embryophytes, possédant un embryon nourri par la plante mère. Donc, ce partage de caractères communs peut être interprété d'un point de vue de l'histoire évolutive comme des degrés relatifs d'apparentement et l'ordre d'apparition des caractères que je viens de vous présenter. Alors, je ne vais pas détailler cette phylogénie du vivant, puisque Marc-André l'a largement commenté, où on peut retrouver ces archéplastidés ou lignées vertes ici. D'autres groupes comme les algues brunes ou les eugènes, et là les cyanobactéries au sein des eubactéries. Ce qui m'intéresse dans cet arbre du vivant, c'est de faire apparaître en vert les lignées qui réalisent la photosynthèse oxygénique. Et vous voyez qu'il n'y a pas de superposition entre les deux conceptions. Autrement dit, en phylogénie, les végétaux au sens précédent, au sens où je l'ai envisagé juste avant, comme les organismes photosynthétiques, ne forment pas un groupe valide, car un groupe polyphylétique, plusieurs lignées, non étroitement apparentées, qui partagent la photosynthèse oxygénique. Alors, par convention de langage, on peut décider de renommer les végétaux de façon réduite, restreinte, en disant par exemple que les végétaux, au sens monophylétique, si on veut conserver cette acception dans un registre phylogénétique, ça correspond aux archéplastidés, ou de façon plus restreinte, aux chloroplastidés, ou aux plantes terrestres, aux embryophytes. Vous voyez ces groupes emboîtés. Donc on peut restreindre les végétaux dans un registre phylogénétique à la lueur de la classification actuelle. Donc cette conception phylogénétique réduite qui définit les végétaux comme les archéoplastidés ou un autre groupe, ce que je viens d'évoquer, conduit en toute logique à exclure les autres lignées chlorophylliennes, comme par exemple les algues brunes qui n'appartiennent pas aux archéoplastidés. Quatrième conception qui, on va le voir, est très, très représentée chez les étudiants, est une conception qui, comme Marc-André l'a envisagé, est une conception qui combine deux problèmes différents. Un problème structural, le fait d'être eucaryote, donc de posséder un noyau, des organites, comme les chloroplastes ici pour la cellule dite végétale et les mitochondries, mais également un problème fonctionnel, puisqu'on va distinguer la cellule classiquement nommée comme cellule animale de la cellule végétale par rapport à la capacité de réaliser la photosynthèse permise par ces structures, les chloroplastes. Dans cette conception, les cyanobactéries, qui étaient végétales au sens fonctionnel, ne sont plus végétales puisqu'elles ne possèdent pas une cellule eucaryote. Donc on voit ici un regroupement différent du précédent. Et il faut rappeler que ce groupe des eucaryotes photosynthétiques ne désigne pas un groupe monophylétique. Autrement dit, il ne répond pas, cette catégorie, ce groupe du vivant ne répond pas à une préoccupation phylogénétique. Et jamais dans aucun des arbres phylogénétiques proposés au 19e et 20e siècle, il n'y a eu de règne rassemblant les eucaryotes photosynthétiques, au sens large. Cinquième et dernière conception, la conception fonctionnelle qu'on pourrait nommer macrocentrée. Macrocentrée, alors comment comprendre ce terme? C'est finalement une préoccupation, une centration sur les organismes macroscopiques et au détriment des micro-organismes.
Alors, cela revient à exclure les organismes unicellulaires, longtemps appelés protistes, avec deux exemples ici, une eugène, et là une diatomée que Marc-André a présentée précédemment. Et il faut rappeler que le fait de ne pas prendre en compte les protistes, les micro-organismes, est considéré par Stephen Jay Gould comme une arrogante cécité à l'égard des micro-organismes qui représentent, Marc-André nous l'a bien montré, une part importante de la biodiversité du vivant. Alors, cette conception, si on essaye d'interpréter son origine, on peut voir qu'elle tire ses racines au niveau historique dans une phylogénie qui avait été... Enfin, phylogénie, le terme serait discutable, on pourra y revenir, puisqu'il y avait également une préoccupation écologique, pas simplement une préoccupation évolutive. Un arbre proposé par Whittaker en 1969, qui proposait un système à 5 règnes du vivant, les bactéries ou Monera, les protistes eucaryotes unicellulaires, et 3 règnes d'eucaryotes multicellulaires, les végétaux se nourrissant par photosynthèse, les champignons ou fungi se nourrissant par absorption, et les animaux se nourrissant par ingestion. Donc une préoccupation écologique, mais également cellulaire, puisqu'il distinguait les eucaryotes unicellulaires des pluricellulaires. Alors cette conception, si elle n'est pas valide aujourd'hui dans les arbres actuels, elle laisse des traces dans de nombreux ouvrages ou de nombreux sites internet. C'est une conception qui est encore assez fréquente dans les ouvrages de vulgarisation. Alors, une autre conception qui peut revenir également à se centrer sur certains organismes au détriment d'autres, c'est une conception qui se limite aux plantes terrestres, autrement dit aux végétaux qui nous entourent quotidiennement. Et c'est une conception qui permet également de répondre à des problèmes écologiques liés au fonctionnement des écosystèmes terrestres et également à des préoccupations anatomiques et physiologiques de par la structure et le fonctionnement commun de ces organismes. Donc pour faire un bilan et une synthèse de cette première partie, je vous propose ici une figure qui présente 3 des conceptions que je vous ai évoquées jusque-là. En rose, la conception phylogénétique réduite, où on peut, par convention de langage, en se préoccupant d'un problème phylogénétique, décider de restreindre les végétaux aux archéoplastidés, ou à un groupe plus restreint, les chloroplastidés, ou encore les embryophytes. Deuxième façon de penser les végétaux de façon fonctionnelle, comme les organismes producteurs primaires photosynthétiques, mais ce qui exclut à ce moment-là les plantes à fleurs parasites, holoparasites, comme ici le robanche qui a secondairement perdu la photosynthèse et la capacité à produire de la chlorophylle. Et en bleu, ici, la conception que Marc-André a citée tout à l'heure, les eucaryotes photosynthétiques pourvus d'une paroi et de plast, alors, ce qui conduit à exclure les cyanobactéries de structure prokaryotique et à exclure les eugènes si on envisage le fait qu'elles n'ont pas de paroi cellulaire, mais qui pourtant possèdent des plastes. Donc on va le voir qu'elles ont posé un certain nombre de problèmes aux étudiants. Donc on a bien affaire à un concept qui est polysémique, plusieurs significations, et dans l'enseignement, les conceptions sont souvent utilisées de façon implicite par les universitaires qui ont du recul et qui ont conscience du concept utilisé dans leur domaine d'études. Mais la question qui m'a intéressé dans ma thèse était de voir, pour les étudiants, futurs enseignants de SVT, j'ai indiqué élèves pour prolonger la réflexion, mais je n'ai pas étudié les raisonnements des collégiens et des lycéens. C'est une recherche à mener ultérieurement. Comment ces étudiants construisent les multiples significations? Est-ce qu'ils articulent ces multiples significations avec le registre, le cadre dans lequel ces conceptions sont fonctionnelles? Donc j'en arrive au cœur de ma recherche didactique, à savoir l'étude du raisonnement des étudiants. Et je me suis intéressé à l'étude de leur conception, qu'on appelle également en didactique leur représentation, qu'ils mobilisent pour penser les végétaux dans un registre classificatoire, vous l'avez bien compris, comme groupe biologique. Alors, par conception, on entendra ici le système explicatif de l'étudiant, de l'élève, donc globalement de l'apprenant, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qu'il mobilise et des formes de raisonnement qu'il mobilise pour répondre à une certaine situation. Autrement dit, il est essentiel de rappeler que les conceptions sont des logiques de pensée de l'élève. Et ces logiques de pensée vont être inférées par les chercheurs pour essayer de rendre compte de la régularité de leurs réponses. Donc je vous propose une petite représentation, modélisation de ce que sont pour nous en didactique les conceptions. Comme je viens de vous le dire, les conceptions, c'est ce qu'il y a dans la tête de l'élève, mais en tant que chercheur, on ne peut pas accéder directement à ce que l'élève pense, comment il raisonne. Autrement dit, on va se baser sur des traces, des productions réalisées par les apprenants, qu'elles soient orales, textuelles, schématiques, etc. Et
Et il est essentiel de prendre en compte la situation dans laquelle ces productions ont été réalisées, les consignes, la question, le problème auquel doit répondre l'élève. Et au regard de cette situation de production, des productions réalisées, au regard également de l'analyse préalable que j'ai évoquée, qui va nous servir d'une référence pour analyser les productions des élèves, eh bien, les chercheurs vont inférer, c'est-à-dire formuler des hypothèses sur les raisonnements des étudiants, dans le but de pouvoir comprendre leur mode de fonctionnement, à savoir dans quelle situation la conception est un outil pour penser, dans quelle situation elle peut devenir un obstacle, c'est-à-dire entraver la dynamique de la pensée, quelle est la valeur prédictive de cette conception, quelles en sont les limites de validité, et puis d'essayer de formuler des hypothèses sur l'origine de la conception. Est-ce une origine didactique liée à la manière dont ça a été enseigné? Est-ce que c'est un obstacle de nature épistémologique et à la façon dont l'homme raisonne, et l'histoire des sciences peut nous apporter un éclairage sur cette dimension épistémologique? Donc plus concrètement, maintenant que je vous ai défini ce qu'était pour nous une conception, comment on a procédé pour inférer ces logiques de pensée des élèves? Donc on a réalisé un questionnaire. Le public ciblé était les étudiants qui préparent le CAPES. Alors à l'époque, en 2013, le CAPES était préparé en M2, pardon, c'était avant la réforme liée à la refondation de l'école, la création des SP. Et donc, finalement, je me place ici, on utilise souvent le terme de représentation initiale, mais vous voyez ici que là, c'est plutôt un bilan et une évaluation en fin de formation universitaire, après que les étudiants aient eu des enseignements dans différentes disciplines, écologie, évolution, biologie cellulaire, etc. Donc, c'était un questionnaire de type papier et crayon. On a obtenu 333 réponses issues de 26 masters en France. Donc, je remercie les collègues qui sont dans l'Assemblée et qui ont relayé efficacement le questionnaire. Et donc, on va essayer de répondre à deux questions, à savoir quelle conception des végétaux mobilisent les étudiants dans une situation de classification ouverte, sans imposer de registre explicatif, et comment articulent-ils les conceptions, les différentes conceptions, avec des logiques plus spécifiques, à la fois dans un registre écologique et dans un registre phylogénétique. Est-ce que cette articulation se fait de façon cohérente? Est-ce qu'il y a des tensions, des dissonances qui apparaissent, qui pourraient être révélateurs éventuellement d'obstacles? Alors, pour répondre à la première question, à savoir inférer les logiques de pensée des étudiants dans une situation ouverte, il y avait une première question où on demandait aux étudiants de définir ce qu'étaient pour eux les végétaux, donc une question ouverte. La seconde question était une question plus fermée, avec un certain nombre d'espèces pour lesquelles les étudiants devaient répondre si l'espèce était végétale ou non, et pour quelles raisons. Donc les 12 espèces à classer sont les suivantes. Donc vous pouvez voir qu'elles représentent des espèces de différentes branches de l'arbre du vivant, et certaines ont été volontairement proposées aux étudiants pour discriminer certaines conceptions. Là, vous retrouvez une cyanobactérie qui permet de distinguer notamment la conception fonctionnelle de la conception fonctionnelle et cellulaire, se limitant aux eucaryotes, ou là, par exemple, le champignon, qui permet de voir si certains mobilisent une conception par opposition qui intègre les champignons parmi les végétaux, entre autres, ou le glène et la diatomée pour la question de la conception macrocentrée. Est-ce que ces micro-organismes sont envisagés ou non comme des végétaux? Alors, comme l'idée n'était pas d'évaluer les connaissances biologiques sur ces espèces, on a fourni aux étudiants un certain nombre d'informations, le nom de l'espèce, une photographie, et puis des caractéristiques structurales et fonctionnelles permettant aux élèves de raisonner afin de voir quels sont les caractères qu'ils mobilisent pour regrouper des espèces au sein des végétaux. Alors, premier résultat, les étudiants explicitent spontanément la pluralité du concept de façon assez faible. C'est-à-dire sur 333 étudiants, 11 vont spontanément, dans la première question ouverte, qui était de définir les végétaux, montrer qu'ils ont conscience du fait qu'il n'y a pas une définition unique et simple. Là, si je prends un exemple, vous voyez un étudiant qui montre un recul important sur le sujet et qui dit que la notion de végétal et sa définition dépend du critère que l'on considère. Si on considère la capacité de photosynthèse, alors une cyanobactérie sera considérée comme un végétal. Mais à ce moment-là, on omet les plantes parasites. Je lis de façon un peu plus rapide pour tenir en 30 minutes, ce qui va être dur. On peut aussi considérer que seules les plantes terrestres le sont.
mais à ce moment-là, on ne peut pas définir les végétaux comme l'ensemble des organismes photosynthétiques, ça ne marche plus. Et puis, le cas particulier d'Elysia, un petit gastéropode marin, j'ai rajouté cette photo pour imager le propos, qui vole les chloroplastes, permet aussi de mettre en évidence que le caractère photosynthétique seul ne suffit pas à définir un végétal, puisqu'il y a des animaux qui font la photosynthèse en volant des plastes aux algues qu'elles consomment. Donc on voit là typiquement une réponse qui montre un recul important sur le sujet, mais ces réponses ont été très peu nombreuses, de l'ordre de 3%, ce qui est à mettre au regard que la question, la consigne, rappelons-nous l'importance de cette consigne, elle n'appelait pas les étudiants à formuler plusieurs définitions des végétaux, mais n'en proposer qu'une. Donc là, certains étudiants spontanément montrent un recul important, mais c'est à mettre en regard de la consigne posée. Alors, par rapport aux 5 conceptions que je vous ai présentées dans la première partie, on peut voir qu'une conception domine très nettement avec plus de 120 réponses. Autrement dit, la conception fonctionnelle et cellulaire, les végétaux sont les eucaryotes photosynthétiques, ce que Marc-André nous a dit précédemment et ce qu'on trouve dans beaucoup de manuels de biologie, donc une conception très commune. Les 2 autres suivantes arrivent à près de 10%, un peu moins de 10% de l'effectif. La conception macrocentrée, qui n'inclut pas les micro-organismes, diatomées, eugènes, et la conception fonctionnelle, qui inclut tous les photosynthétiques, y compris les cyanobactéries. La conception par opposition, incluant les champignons, est très peu représentée, seulement 3%. Donc très peu d'étudiants incluent les champignons aujourd'hui parmi les végétaux. Et la conception phylogénétique réduite qui dit les végétaux forment un groupe monophylétique valide, aujourd'hui les archéoplastidés, etc., une conception très peu présente dans l'échantillon étudié. Alors, je voudrais attirer notre attention maintenant sur la première des conceptions, la conception fonctionnelle et cellulaire, qui était la plus représentée. On voit que aucun dessin n'était demandé, et là on voit l'intérêt d'avoir proposé un questionnaire papier-crayon par rapport à un questionnaire numérique, c'est qu'un certain nombre d'étudiants ont schématisé ce qui est pour eux un élément de définition des végétaux, c'est-à-dire leur cellule, la cellule dite végétale. Qui est finalement une représentation d'un type cellulaire particulier, une cellule de parenchyme chlorophylien. Si vous regardiez un vaisseau de xylème, un poil absorbant ou une cellule de garde stomate, ce ne serait pas tout à fait cette organisation cellulaire. Autrement dit, il y a l'attachement à la cellule végétale, c'est-à-dire une vision assez prototypique, un prototype, et qui, dans certaines situations, parce que la conception elle est opératoire dans certaines situations, mais elle peut devenir un obstacle dans d'autres. Et on voit que les étudiants face à l'euglène ou à la diatomée ont eu beaucoup plus de difficultés à les classer parmi les végétaux, notamment par rapport au fait que l'euglène n'a pas de paroi. Donc elle a des plastes, elle a un noyau, c'est un eucaryote, mais sans paroi. Comment je gère par rapport à l'image d'Épinal que j'ai de la cellule végétale ? Voilà, j'avance un petit peu. Et clairement, il me semble que l'origine de cette... Alors là, le questionnaire n'apporte pas d'informations là-dessus, mais que l'origine de cette conception est didactique. C'est-à-dire qu'ici, vraisemblablement, c'est le produit de la façon dont on enseigne dans le second degré à l'université l'organisation cellulaire et la dualité végétale-animale. Avec ici une pensée par couple également, probablement, une pensée catégorielle d'opposition binaire, animal versus végétal, à l'échelle cellulaire. Alors, deuxième question que je souhaiterais travailler avec vous, c'est la question de l'articulation entre les différents registres fonctionnalistes et phylogénétiques. Autrement dit, est-ce que les étudiants vont répondre aux différentes questions de façon totalement cohérente avec leur première réponse, ou est-ce qu'il va apparaître des tensions, d'éventuelles dissonances? Alors, pour répondre à cette question de recherche, on a comparé les conceptions des végétaux que l'on a inférées à partir des 2 questions que je vous ai présentées, donc la situation ouverte de classification, à la 4e question qui correspondait à un registre phylogénétique. On demandait aux étudiants, est-ce que les végétaux correspondent à un groupe monophylétique valide dans la classification phylogénétique actuelle? Et comparaison également avec une question portant sur l'eurobanche. L'eurobanche est-elle végétale ou non? Et c'est une espèce problématique qui s'est révélée particulièrement intéressante pour l'étude, puisque c'est une plante à fleurs, donc angiosperme, mais qui n'a pas de chlorophylle, donc qui ne réalise pas la photosynthèse. Donc d'un point de vue fonctionnel, elle n'est pas autotrophe. Alors les étudiants ont répondu à 93% que l'eurobanche est végétale. Donc une impossibilité quasi totale d'envisager, ne serait-ce qu'une seconde, que cette plante à fleurs ne soit pas végétale. Alors, quand on s'intéresse aux réponses aux autres questions, on voit que les étudiants mobilisent la photosynthèse de façon très majoritaire pourtant. À la première question, l'ensemble des conceptions fonctionnelles, qu'elles soient larges ou combinées à un problème structural ou macrocentré, représentaient quasiment les 2 tiers de notre effectif.
À la quatrième question phylogénétique, les étudiants répondent à 70% que les végétaux ne forment pas un groupe valide, ce n'est pas un groupe monophylétique, ce qui a pour conséquence qu'on ne peut pas appliquer un raisonnement phylogénétique sur ce groupe qui n'est pas monophylétique, en dehors des quelques pourcents qui avaient envisagé, eux, un problème phylogénétique, mais c'était un cas, on l'a vu tout à l'heure, minoritaire. Alors là, du coup, il apparaît une dissonance que je vais préciser davantage pour bien comprendre quelle est la nature de ce frottement entre plusieurs types de raisonnements fonctionnalistes et phylogénétiques. Le rebanche ne fait pas la photosynthèse. Il y a une perte au cours de l'évolution. Je n'ai pas regardé l'heure. 6 minutes. Il y a une perte au cours de l'évolution de la capacité à produire de la photosynthèse. Alors, quand on est dans un registre phylogénétique, la perte d'un caractère ne fait pas sortir l'espèce qui a perdu ce caractère du groupe plus large. Autrement dit, d'un point de vue phylogénétique, le rebanche reste une plante à fleurs. L'évolution, il peut y avoir un changement de l'état du caractère au sein d'une lignée. Par contre, d'un point de vue fonctionnel, si on envisage les végétaux comme un groupe fonctionnel, la perte de cette fonction entraîne la sortie de ce groupe. L'autruche reste un oiseau, ce n'est pas un animal volant. On est d'accord. Donc si on définit les oiseaux comme des animaux volants et pas comme un groupe phylogénétique, vous voyez un peu la tension apparaître. Alors, pour bien comprendre cette tension, on voit ici un exemple qui me semble représentatif de cette difficulté. Un étudiant qui, en première question, définit les végétaux comme des organismes pluricellulaires eucaryotes, autotrophes, photosynthétiques. Donc une conception qu'on a qualifiée tout à l'heure de fonctionnelle, mais macrocentrée, puisqu'ils excluent les micro-organismes. Plus tard, ils ont exclu le champignon et la souris car non photosynthétique, ce qui montre un attachement à ce caractère pour définir les végétaux. Par contre, arrivé à l'eurobanche, l'étudiant dit... L'eurobanche est végétale, et justification, la perte secondaire de la photosynthèse, car les angiospermes sont des végétaux. Autrement dit, là, on a un raisonnement d'emboîtement, d'inclusion, et une perte secondaire, ce qui montre, c'est des raisonnements du registre de pensée phylogénétique. Alors, et donc l'étudiant pourrait penser que ce groupe qu'il a défini au début est monophylétique, donc ce qui autoriserait un raisonnement phylogénétique au sein de ce groupe. En réalité, à la question 4, l'étudiant montre un bon niveau de connaissance phylogénétique. Le groupe des végétaux est polyphylétique, la photosynthèse est apparue à plusieurs reprises, il évoque la théorie de l'endosymbiose, le nombre de membranes, donc on voit quand même un étudiant qui a du recul sur le sujet, et pourtant, il y a donc bien une dissonance ici entre... On n'est pas dans un groupe monophylétique, a priori on ne peut pas appliquer au sein de ce groupe un raisonnement phylogénétique, et pourtant il le fait face à l'eurobanche. Donc une vraie situation problématique où il n'arrive pas dans ce cas de figure-là à articuler les deux logiques de pensée. Alors je ne vais pas lire l'ensemble de ce transcript, mais pour vous montrer qu'un certain nombre d'étudiants vont à ce moment-là, face à l'eurobanche, basculer vers une nouvelle conception que je n'ai pas évoquée précédemment, qui est une conception strictement cellulaire. Vous voyez que l'étudiant, par rapport à cette espèce, donc précédemment au cours de l'entretien, il avait évoqué la photosynthèse, et là, face à l'eurobanche, il dit du coup, est-ce qu'on considère que végétal, c'est l'autotrophie? Je sais pas, là le doute apparaît. C'est peut-être d'autres caractéristiques quand même, notamment la présence de plastes. Autrement dit, si la photosynthèse, ça ne marche pas à tous les coups, ça doit être autre chose. Et le autre chose, ça doit être les plastes alors. Donc là, l'étudiant bascule face à cette situation problématique qu'est l'eurobanche vers une conception strictement cellulaire, qu'il soit photosynthétique ou non, c'est les plastes qui comptent. Et on a affaire à des étudiants qui veulent avoir une définition qui fonctionne de façon absolue dans tous les cas. Autrement dit, une recherche d'une définition absolue qui correspond à une logique de pensée essentialiste. Comme dit Guillaume Lecointre, dans ce cas de figure, l'idée, les concepts ont une existence indépendante des objets auxquels ils se rapportent. Donc une pensée typologique, essentialiste, où il doit bien y avoir une définition des végétaux. Je me suis trompé précédemment, ça doit être autre chose, mais il y en a bien une qui marche en toutes circonstances. Et cette conception, cette pensée essentialiste, typologique, constitue un obstacle épistémologique qui peut entraver le raisonnement, puisque dans un registre phylogénétique, on est bien d'accord que l'essentialisme n'a pas sa place, un caractère évolue au sein des lignées. Alors pour terminer rapidement, puisqu'il me reste peu de temps, dressons quelques enjeux pour l'enseignement et la formation. Alors, je n'ai pas étudié dans ma thèse les pratiques d'enseignement au collège et au lycée, ni les raisonnements des étudiants. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de faire fonctionner ma grille d'analyse, utilisée pour les étudiants en formation universitaire, pour essayer de voir, dans les programmes scolaires, est-ce qu'il y a une unique façon de penser les végétaux, est-ce qu'il y en a plusieurs, et est-ce que ces différentes conceptions s'articulent entre elles, de façon explicite ou implicite.
Alors, donc je vous propose d'utiliser la même grille d'analyse. On voit que la conception par opposition, qui présente un couple végétal-animal de façon assez binaire, est présente dans certaines formulations de programmes. Donc, je ne vais pas toutes les lire, hein, sinon ça serait trop long, mais identifier ce qui est animal-végétal, étudier les animaux et le développement des animaux et des végétaux, espèces animales végétales. Donc à plusieurs reprises, ce sont les deux seuls couples qui sont présentés comme si c'était ces deux couples qui résumaient l'ensemble de la diversité des êtres vivants, et les végétaux peuvent être envisagés comme ce qui n'est pas un animal. Donc on le retrouve à différentes reprises. Je fais une lecture évidemment de premier ordre. Après, je n'ai pas moyen de savoir comment les enseignants s'en emparent, comment ils le comprennent et le mettent en œuvre. Je ne suis pas allé étudier les pratiques, encore une fois, dans le secondaire. Conception fonctionnelle, elle est présente à plusieurs reprises dans des parties du programme où on envisage la nutrition des végétaux, leur rôle dans les écosystèmes, en seconde par exemple dans la partie sur les enjeux planétaires contemporains, ou en première dans nourrir l'humanité. Donc là on est plutôt dans un registre fonctionnel lié à leur mode de nutrition et à l'utilisation que l'homme peut en faire en tant que ressource alimentaire par exemple. Une conception fonctionnelle et cellulaire peut être envisagée dans certaines parties du programme où, là, par exemple, on envisage énergie et cellules vivantes en terminale, spécialité. On se limite aux cellules eucaryotes et là, la photosynthèse va être étudiée dans le cas des végétaux, entendus ici explicitement, hein, comme les eucaryotes qui vont réaliser la photosynthèse. On pourrait voir également en seconde certaines interprétations qui ne sont pas dites dans les programmes, hein, mais là c'est plutôt comment certains manuels s'en emparent. On verra qui étudie les cellules dites végétales. Vous aurez un exemple juste après, mais ce n'est pas une attente du programme là pour le coup. Vous me reprendrez, ceux qui ont une meilleure connaissance que moi des programmes, si je dis certaines exagérations ou des mauvaises interprétations. La conception macrocentrée peut apparaître... Ça y est, tu apparais, ou j'ai peur Baïonnez-la, attachez-la. Donc, dans certaines parties du programme, on se limite volontairement, le programme limite l'étude à des plantes terrestres. Par rapport à leur nutrition et au système de transport de sève, ou voire même aux seules plantes à fleurs dont on étudiera leur reproduction, le brassage génétique. Donc, à certains moments, on étudiera les végétaux, mais uniquement un des groupes, et non pas sans qu'on puisse généraliser à l'ensemble des végétaux au sens fonctionnel, comme on l'a évoqué précédemment. Alors, la conception phylogénétique, je dirais, c'est la moins présente. Alors, il y a en cycle 3 et 4 l'étude de la parenté, donc il y a la dimension phylogénétique clairement, mais il n'y a pas d'exemple imposé. Donc des enseignants peuvent travailler sur des exemples de végétaux, bien évidemment, mais ce n'est pas une attente, on pourrait travailler avec d'autres groupes. Et en terminale, il y a approche évolutive, mais liée aux plantes à fleurs. Donc on va étudier ici, Vincent reviendra sur certains aspects de coévolution, mais dans le cas des plantes à fleurs et des relations avec pollinisateurs, par exemple, ou disséminateurs. Autrement dit, là, on voit apparaître que différentes conceptions des végétaux peuvent être envisagées. Il n'y a visiblement à aucun moment une volonté de les articuler particulièrement. Alors après, comment les enseignants vont ou non articuler, ça c'est une autre question à laquelle je n'ai pas de réponse à vous proposer, ce qui est peut-être frustrant. Et le polyphylétisme des végétaux n'est pas un objet du programme en lycée. En collège, ça serait évidemment, me semble-t-il, pas envisageable. Alors, du coup, peut-être... Je n'ai pas étudié les pratiques enseignantes, mais on peut essayer de voir comment certains manuels, c'est une fenêtre ouverte sur certaines interprétations possibles du programme. Comment est-ce que la dimension de la multiplicité des conceptions apparaît, ou au contraire, est-ce qu'il y a une volonté d'unifier, de donner l'impression qu'il y aurait une unique manière de définir les végétaux? Alors là, attention, je ne veux pas stigmatiser aucun des manuels, je n'ai pas fait d'études exhaustives, c'est juste quelques exemples pour penser et pour discuter ensemble. Donc là, on peut voir des exemples, là en seconde, où on travaille la parenté d'un côté, l'unité du vivant à l'échelle cellulaire d'un autre, et on peut voir des auteurs de manuels qui ont choisi de faire apparaître les végétaux comme un groupe monophylétique, puisque la représentation de l'arbre, c'est ce que ça veut dire, avec l'acquisition d'une synapomorphie, d'un caractère partagé, qui est la présence de chloroplastes. Autrement dit, là, il y a une superposition de la conception phylogénétique sur l'arbre et la conception fonctionnelle et cellulaire. Autrement dit, ça laisse envisager que les végétaux seraient un groupe monophylétique correspondant aux eucaryotes photosynthétiques possédant des chloroplastes. Ici, il n'est pas question de chloroplastes à deux membranes, de végétaux, des archéoplastidés, par exemple, où c'est une vision qui semble englober l'ensemble des végétaux.
tel que c'est proposé. Dans d'autres ouvrages, suite probablement à des suggestions didactiques proposées par Guillaume Lecointre dans son ouvrage, il y a des auteurs qui proposent des collections contrôlées. C'est une manière de circonscrire la réflexion des élèves. Donc c'est un choix didactique qui va permettre de ne pas faire apparaître le polyphylétisme. Vous voyez qu'ici, la collection, l'ulve et des plantes terrestres, ça correspond à des archéoplastidés, voire même des chloroplastidés. Et donc on a affaire à un groupe monophylétique. Donc on a un groupe monophylétique qu'on retrouve par le choix de la collection. Autrement dit, là, il y a un choix de ne pas ouvrir le problème et donc de garder un groupe qui est valable au niveau phylogénétique et qui correspond aux végétaux, même si on le sait, c'est une partie des végétaux. Donc la question se pose de savoir, est-il souhaitable d'ouvrir cette en formation, dans l'enseignement, dans l'enseignement universitaire, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, dans l'enseignement secondaire, doit-on ouvrir ou non, et comment? Donc je n'ai pas de réponse, c'est une question que je vous pose. Et donc pour conclure, c'est une manière d'apporter certains éléments de réponse. Il me semble, et j'espère que ma conférence a bien montré, que les végétaux n'existent pas. Ce qui existe, ce sont des individus. Les végétaux désignent un groupe, voire on a vu plusieurs types de groupes, et les groupes, c'est nous qui les construisons. Donc l'idée qu'un concept, c'est une construction humaine, c'est quelque chose d'essentiel qui, j'espère, apparaît à l'issue de ma conférence. Et ça, je pense que ça peut être un objectif de l'enseignement, et sans rentrer dans la conception phylogénétique et le polyphylétisme qui est assez complexe, déjà, il est assez facile de montrer que la conception fonctionnelle élargie, incluant les cyanobactéries, n'est pas superposée à la conception fonctionnelle et cellulaire des eucaryotes photosynthétiques. Donc là, on peut, par le choix de quelques conceptions abordables en lycée, montrer bien que les groupes, c'est nous qui les construisons, ils n'existent pas, et la pensée essentialiste, elle résiste, on l'a vu, y compris chez les étudiants qui ont un bon niveau de connaissance phylogénétique. Donc c'est un vrai enjeu de formation. L'articulation des différentes conceptions, elle n'est pas évidente comme vous l'avez vu, elle est à construire, à travailler. Les conditions de l'introduction de cette pluralité, je n'ai pas d'éléments à vous proposer là-dessus, donc c'est un petit peu frustrant, mais j'en appelle à des recherches futures, collaboratives, qui associent enseignants et chercheurs. Et peut-être une vigilance à l'ambiguïté. Comme on voit que c'est un terme qui est ambigu, attention à l'usage incontrôlé du terme végétal, qui veut dire plein de choses. Donc les végétaux au sens des organismes photosynthétiques, les végétaux au sens des eucaryotes photosynthétiques, les végétaux au sens ici pris des plantes à fleurs, vous voyez. Donc évitons de généraliser et de gommer la diversité des problèmes travaillés dans chacune des conceptions. Et puis on l'a vu, dans l'enseignement, il y a un certain nombre d'obstacles à prendre en compte, certaines formes de pensée qui résistent. On a évoqué le raisonnement catégoriel, pensée par couple, à niveau végétaux par exemple. Une pensée prototypique, réduire à un prototype comme la cellule végétale, un modèle réducteur qui est essentiel pour penser, mais qui comprendre la limite de l'application de ce modèle, et une pensée essentialiste typologique, qui fige la diversité. Et il me semble que cette réflexion sur les végétaux, elle est valable pour d'autres groupes et d'autres concepts. C'est la même chose pour le concept d'animaux, pris au sens large, incluant les ex-protozoaires, qui ne sont pas monophylétiques, les champignons, mycètes et autres groupes de champignons, les algues, etc. Donc finalement, tous les groupes systématiques sont en tension entre des logiques structurales, fonctionnelle et phylogénétique. L'évolution de la phylogénétique fait qu'il n'y a plus de superposition entre les groupes traditionnels et les nouveaux groupes. Et je pense que ça peut être l'occasion, et j'en termine là, de travailler d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire que là, on a affaire à des concepts qui sont construits, vous l'avez bien compris, et qui sont également provisoires. 1969, Whittaker, Les 5 reines du vivant, c'était hier, 1969. Cavalier-Smith, 1980, une autre vision qui éclate les végétaux en 4 règnes indépendants, etc. Donc, vous voyez que l'histoire des sciences ici peut être un moyen d'accéder au caractère provisoire d'un concept scientifique. Je vous remercie.